disons, le sujet à travers lequel je t'ai principalement connu, c'est le revenu universel. Alors, c'est un sujet qui date. Hein, t'es un peu... je pense, allez, je vais le tenter. Belgique, hein. Ouais, précurseur, gourou de l'idée en Belgique. Je ne sais pas si tu aimes bien ce mot, sans aspect péjoratif, évidemment. On en est où sur le revenu universel? Et peut-être un petit step back et décrire ce que c'est que le revenu universel pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle. Et puis, en fait, l'idée, c'est de comprendre le statut, en fait, de ce concept qu'on traîne depuis un certain moment maintenant. Et c'est quoi la conclusion? Bon, d'abord, effectivement, un peu de précision conceptuelle. Hein, donc, ce que j'ai appelé, quand l'idée m'est venue en 1982, allocation universelle, alors j'ai aussi appelé Basic Income en anglais au moment où j'ai organisé en 1986 le premier colloque international sur cette idée. C'est l'idée d'un revenu inconditionnel, hein, que tous les membres d'une communauté politique perçoivent un revenu qui leur est versé par une autorité politique à l'échelle de cette communauté. Inconditionnel, ça veut dire ici qu'au contraire de nos systèmes actuels de revenus d'intégration sociale ou autre forme de revenu minimum garanti dans d'autres pays, c'est strictement individuel. Donc le montant qu'on reçoit ou le droit à ce revenu ne dépend pas de sa situation familiale. 2, c'est aussi inconditionnel au sens où on le reçoit quels que soient ses revenus par ailleurs. Donc les riches le reçoivent aussi bien que les pauvres et au même niveau. Et troisièmement, c'est aussi inconditionnel au sens où ce n'est pas soumis à une condition de travail ou de disponibilité sur le marché du travail. Donc c'est ça qui est désormais appelé revenu de base ou l'équivalent dans la plupart des pays, basic income, Oui. basis income, Grundeinkommen, etc. Et pourquoi ce serait si essentiel d'avoir ce type de revenu universel? Est-ce que notre système de sécurité sociale actuel est mauvais? Est-ce qu'il est incomplet? Est-ce qu'il arrive en fin de course, hein? Oui, ou est-ce qu'il répond pas aux besoins réels des gens qui n'ont pas de filet de sécurité, en fait? Alors, ce qui motive la proposition, c'est que fondamentalement, un socle est bien meilleur qu'un filet. Parce que un défaut d'un filet, c'est qu'on risque de rester coincé dedans. Pourquoi? Parce que dans le cas, par exemple, de notre revenu d'intégration en Belgique, ce qu'on appelle les Floon en Flandre, on reçoit ce revenu si on est suffisamment pauvre. Mais si on trouve un boulot à temps partiel qui paye un petit peu, pas énormément, etc., on encourage cela en retirant l'allocation. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément la trappe de la pauvreté ou la trappe du chômage, hein, qui, en raison du fait que c'est conditionné à un niveau de revenu suffisamment bas, fatalement, ça décourage l'obtention de revenus. Et beaucoup de personnes se trouvent coincées dans cette trappe parce que ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller travailler, hein, surtout si, notamment pour des raisons familiales ou pour des raisons psychologiques ou pour des raisons de distance, que sais-je, on ne pourrait se permettre que de travailler à temps partiel. Et donc, première chose, c'est, par rapport au système présent, c'est de libérer de cette trappe du chômage. Est-ce que c'est pour ça que tu veux que ce soit inconditionnellement donné aux pauvres comme aux riches? Oui. C'est pour éviter qu'on mette un curseur trop bas? Non, c'est pour éviter qu'on perde ce revenu dès le moment où on se met à obtenir du travail. Donc dans les systèmes de revenu minimum garanti classique, pour chaque euro qu'on gagne, on perd 1 euro de transfert, hein, donc d'allocation. Et donc ça, c'est l'aspect trappe du chômage. Alors, deuxième aspect important, et justement, c'est un des problèmes avec le filet de sécurité, c'est que les filets, souvent, ils ont des trous. Alors que le socle n'en a pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, beaucoup de personnes qui, en principe, auraient droit à ces allocations ne les perçoivent pas parce qu'elles n'ont pas l'information requise pour savoir à quel bureau il faut aller s'adresser, ou parce qu'il faut beaucoup de temps avant que toutes les démarches puissent être accomplies, ou simplement parce qu'elles sont gênées d'aller
demander, d'aller dire, écoutez, je suis pauvre, donnez-moi cette allocation, même s'ils y ont droit. Et donc, dans tous les pays, donc, il y a une série d'enquêtes qui ont été faites, y compris à Bruxelles. En fait, il y a un taux de non-recours, comme on appelle ça, une proportion importante des personnes qui auraient droit à ces allocations qui ne les perçoivent pas. Et donc, le meilleur remède, bien sûr, on peut toujours essayer d'améliorer ça à la marge de différentes manières, mais des campagnes d'information parfois coûteuses, mais plus efficaces, aussi des procédures un peu moins rébarbatives pour traitement plus humain des gens qui viennent se présenter au guichet, etc. Mais je viens d'avoir une expérience avec les Ukrainiennes qu'on accueille dans notre maison, et parfois le nombre de fois qu'elles sont renvoyées du guichet du CPAS où ils devraient s'adresser en leur disant bon, beaucoup sont démunis dans ce genre de situation. Donc voilà déjà donc deux aspects très importants. C'est un de supprimer ou réduire la trappe du chômage, supprimer ou réduire le taux de non-recours. Aussi, le revenu universel étant strictement individuel, il est donné à chacun des membres du ménage. Et donc, par exemple, je me souviens un jour d'une rencontre à Télécarmonde où une femme expliquait qu'elle gardait une adresse fictive en tant que bénéficiaire du CPAS, alors qu'elle vivait avec un gars qui avait un petit salaire, mais un salaire suffisant, parce que je disais, c'est pas tellement qu'on aura au total un revenu inférieur, si alors j'ai habité chez lui et j'aurais plus mon allocation de CPAS, mais je n'aurai plus de revenus propres. Tout viendra par lui, même si le fait qu'on est en ménage permet une réduction de son impôt à lui par le transfert de quotité exemptée. Enfin, il y a dans le système fiscal, il y a quelque chose de ce genre-là. Donc c'est aussi une manière de donner à chacun, et en particulier à chaque femme dans notre pays, un revenu propre, mais un revenu qui ne les coince pas dans cette situation d'allocataire, puisqu'on peut combiner ça avec un revenu qui vient du travail, donc revenu modeste, initialement revenu à temps partiel, etc. Et est-ce que tu as maintenant une idée de où est-ce que ça en est, ces expériences? Parce que j'avais entendu qu'il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été lancées sur revenu universel. Je crois même que c'était dans certains pays scandinaves. Est-ce que maintenant on a des premiers retours de l'impact? Est-ce que c'est des impacts positifs, négatifs? Est-ce que les gens travaillent? Est-ce que la communauté qui implémente ça arrive à financer ça sur le long terme? Est-ce qu'il y a eu des retours, des premières expériences? Alors, il y a beaucoup d'expérimentations en cours ou sur le point d'être effectuées. Mais toutes ces expérimentations ont bien sûr de fortes limites quant à ce qu'on peut en tirer, ne fût-ce qu'en raison de leur caractère temporaire. Si on leur dit vous avez un revenu inconditionnel pendant 1 an ou pendant 2 ans, l'impact que ça va avoir sur le comportement d'une personne sera bien sûr différent de l'impact que ça aurait si on leur dit vous avez ça pour toute la vie. Soit parce que ces personnes vont dire je l'ai que pour 1 an ou pour 2 ans, donc j'en profite pour faire autre chose. Soit au contraire, les personnes vont dire je l'ai que pour 1 an ou pour 2 ans, donc je ne vais certainement pas abandonner mon emploi ou réduire mon temps de travail, etc. Donc il y a de multiples expériences en cours à travers le monde, bien sûr dans des contextes extrêmement différents. Si c'est en Californie, par exemple, c'est très différent d'une expérience. On pourrait dire en principe c'est le même système, mais seulement c'est au Kenya ou c'est en Andhra Pradesh, en Inde, ou alors on l'introduit dans un contexte de pauvreté extrême, souvent dans lequel il n'y a aucune forme de protection de revenus pour les personnes en âge de travailler. Donc il y a des expérimentations extrêmement diverses, mais très peu pertinente pour ce que pourrait signifier l'introduction d'un revenu universel chez nous. L'expérience la plus pertinente, c'est effectivement celle qui a été faite en Finlande donc pendant 2 ans, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Donc on a mis le temps pour analyser pleinement toutes les données. Et donc l'expérimentation consistait en ceci, et c'est important d'en voir aussi les limites. Donc il y avait en Finlande à ce moment-là environ 150 000 personnes qui avaient droit au revenu minimum garanti du type de notre revenu d'intégration. Donc c'était des personnes qui étaient chômeuses de longue durée, donc ils n'avaient plus droit au système assurantiel d'indemnité de chômage, mais donc qui étaient au niveau plancher et qui percevaient à ce moment-là 560 € à ce titre-là, et parfois avec des compléments de logement. Alors on a tiré au sort 2000 de ces personnes,
On leur a dit, vous, pendant 2 ans, vous recevrez ces 560 € de manière strictement inconditionnelle. Vous allez vous mettre en ménage avec quelqu'un d'autre, vous le gardez. Vous trouvez un emploi, vous le gardez. Vous refusez un emploi qui vous est proposé, vous quittez un emploi en cours de route, vous le gardez. Donc vraiment inconditionnel. Donc on a donc ce groupe expérimental de 1000 personnes ainsi constituées a été comparé au groupe de contrôle des personnes qui se trouvaient dans la situation inchangée. Et alors en gros, ce que ça a donné, c'est que pendant la première année, il n'y avait aucune différence statistiquement significative dans leur participation au marché du travail. Dans la seconde année, il y avait une différence statistiquement significative et manifestement causale, donc, en raison du fait qu'on procédait de manière expérimentale avec groupe de contrôle, etc. Il y avait une différence significative, mais faible, au sens où ceux qui recevaient le revenu de manière inconditionnelle, à ce même montant, travaillaient en moyenne 6 jours de plus par an, que les autres. Alors, ce qu'on a, donc, par ailleurs, alors, les principaux autres résultats qui ont été constatés, c'était une diminution de leur niveau de stress, statistiquement significative, un impact positif sur leur perception subjective de leur état de santé et une attitude plus optimiste à l'égard de l'avenir. Donc, en moyenne, y compris du point de vue de leur avenir professionnel. Donc, disons, c'était ça les principaux résultats. Mais donc, c'est pendant 2 ans, bien sûr, c'est seulement des chômeurs de longue durée qui étaient dans l'expérimentation. Donc, on ne peut rien en conclure, par exemple, sur la soutenabilité économique d'un tel système, puisque un des impacts attendus et souhaités, en fait, de la proposition, c'est aussi de permettre à des gens qui travaillent trop, à un certain moment, qui risquent le burn-out, de travailler moins. Et donc, c'est une forme d'encouragement au travail à temps partiel, et cet effet-là n'a pas du tout pu être mesuré, de même qu'un autre aspect très important, peut-être le plus important du revenu universel, c'est aussi son impact au niveau de la formation du capital humain, parce que à travers différents mécanismes, un de ces mécanismes, c'est qu'en fait, comme on l'a constaté aussi en Finlande, l'insécurité est quelque chose qui bloque l'imagination, l'énergie, le sens d'initiative des personnes. Donc, augmenter cette sécurité, c'est une manière de libérer leur talent aussi. En même temps, comme dans la formulation inoubliable de Mark Zuckerberg aussi, quand il exprimait son soutien à l'idée de revenu universel, il disait que c'est aussi ça constitue un coussin pour essayer de nouvelles idées. C'est aussi l'idée que c'est une espèce de base ferme et ça permet de prendre des risques. Pour lancer une start-up, c'est pas quelque chose qui nous permettra de vivre confortablement pendant toute l'existence, mais c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, mais ce type d'effet-là, c'est quelque chose qui n'est pas observable à travers une expérimentation de court terme, a fortiori une expérimentation ne portant que sur des personnes qui sont des chômeuses de longue durée. Et ça fait plusieurs décennies maintenant que tu avais développé cette idée. Où est-ce qu'elle en est dans ta tête ? Est-ce que, avec tous les événements qu'on voit, Covid, le confinement, etc., par exemple, est-ce que ça t'a fait changer ta perception de cette idée ? Est-ce que tu te dis qu'il y a des désavantages du revenu universel que tu n'avais pas mesuré à l'époque, que tu penses qu'il faudrait intégrer dans une sorte d'évolution du revenu universel ? Est-ce que même la campagne de Benoît Hamon en 2017, est-ce qu'elle t'a satisfaite sur ce sujet-là ? Parce qu'il a quand même changé pas mal au cours de la campagne, etc. Comment a évolué cette idée maintenant en toi, là maintenant ? Dans quel état est-ce qu'elle est maintenant ? Est-ce que tu y crois toujours fortement ? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites dans cette réflexion depuis ? Alors, c'est une question à laquelle je serai forcé de répondre la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a le congrès du Basic Income Earth Network, donc qui est ce réseau qui est né à Louvain-la-Neuve en 1986, qui alors a tenu des congrès tous les 2 ans, puis avec l'intérêt croissant, environ depuis 2016, il y a un congrès tous les ans, et donc celui-ci se tient à Brisbane, en Australie. Donc le précédent s'est tenu en Écosse et celui d'avant en Inde, et celui après Brisbane est prévu en Corée, donc ça montre le degré auquel l'idée s'est répandue. Et effectivement, ce à quoi on m'a demandé de consacrer ma keynote, c'est la question de savoir si avec
le défi climatique, la pandémie et Poutine, si ça signifie qu'on est plus près ou au contraire plus loin de la réalisation du revenu universel. Et de l'inflation que tu n'oublies pas. L'inflation, mais qui est un peu liée à Poutine et au changement climatique dans une certaine mesure, la combinaison des deux, enfin, combinaison explosive. Et donc, c'est vrai que quand on voit l'évolution, au début, c'était vraiment prêcher dans le désert, donc où on considérait ceux qui défendaient cette idée comme des cinglés plus ou moins complets. Et alors, j'ai beaucoup de mal à réunir, personne ne parlait de ça au début des années 80. Donc c'est pour ça que j'ai dû inventer l'expression allocation universelle. Et alors on a fait vivre le réseau, etc. L'idée s'est diffusée dans le milieu académique. Il y a eu beaucoup de discussions philosophiques sur la question de savoir est-ce que c'est vraiment juste donner un revenu sans contrepartie, etc. Mais ce n'est que vers 2016 qu'il y a eu alors vraiment où c'est sorti de cadre relativement étroit d'universitaires, de chercheurs, de quelques activistes, syndicalistes, etc. Et grâce en partie à Benoît Hamon, grâce au référendum en Suisse, grâce à l'annonce du référendum en Finlande, et puis ultérieurement par la défense de l'idée par un des candidats à l'investiture du Parti démocrate aux États-Unis, donc Yang, si je me souviens bien. Et alors, il y a eu tout ça. Et puis, il y a eu la pandémie. Et avec la pandémie, ça a encore explosé davantage parce qu'à beaucoup d'endroits, on s'est dit, on a introduit quelque chose comme un revenu. Même dans l'Amérique de Trump, tout d'un coup, des gens, riches ou pauvres, qui soient disposés à travailler ou pas, à titre strictement individuel, ont reçu leur chèque pendant un certain nombre de mois, avec un effet, paraît-il, d'après mes collègues américains, pendant ces mois-là, soudain, le coefficient de Gini qui reflète le degré d'inégalité dans un pays était plus bas qu'il n'avait été depuis des décennies aux États-Unis. Donc, on s'est dit, si ça se fait pendant 3 mois, même dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que ça ne peut pas continuer? Alors, ça ne peut pas continuer par simple extension, parce qu'on a financé ça par création monétaire ou par une explosion de la dette publique. Donc, il faut concevoir ça d'une manière plus stable. Mais effectivement, on s'est mis à se dire, est-ce que, au fond, si on avait eu un revenu universel en place, au moment où tout ça s'est produit, on aurait été mieux armés, à la fois comme société et comme économie, pour faire face à ce choc inattendu, et qui était inattendu en particulier pour certains ménages qui s'en sentaient tout à fait protégés. Alors, on pourrait dire, à première vue, le contexte est plutôt bon. Mais, c'est ce que j'aurai aussi comme message la semaine prochaine à tous mes amis à travers le monde qui défendent l'idée, il faut bien reconnaître que chacune de ces 3 choses, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la réalisation du revenu universel. C'est une mauvaise nouvelle, d'une part, parce que même si l'introduction d'un revenu universel dans nos pays serait largement autofinancée, parce qu'on remplacerait un certain nombre de choses, bien sûr pas tout, mais et sans que aucun ménage pauvre ne voit son revenu diminuer, mais il y aurait on devrait faire une réforme de l'impôt sur les personnes physiques qui fait que les abattements auxquels on est habitué seraient supprimés, remplacés par cette allocation. En même temps, toutes les allocations plus basses seraient supprimées et toutes celles qui sont plus élevées seraient diminuées de ce montant, etc. Donc il y aurait une bonne part d'autofinancé, mais il y aurait quand même un coût net, puisque certaines personnes, en particulier les travailleurs à temps partiel, verront leur situation s'améliorer. Or, ce coût net, il faudra le financer avec des ressources de nos pouvoirs publics. Et il y a une concurrence plus forte pour ces ressources. En raison de la pandémie, on se dit notre système de soins de santé est sous-financé, il faudrait mieux payer les infirmiers et les infirmières, il faudrait être plus prudent, il faudrait constituer des stocks de telle ou telle chose.
la guerre, tout d'un coup, on a dit on va augmenter la part du PIB qu'on va consacrer à des dépenses militaires, etc. Alors que dans certaines propositions fréquentes de revenu universel, on disait une manière de le financer en partie, c'est la réduction des dépenses militaires. Maintenant, on augmente ces dépenses militaires. Donc, pression plus forte aussi de ce côté-là. Et puis, il y a le défi climatique qui fait qu'on se dit il faudrait investir une ressource publique pour isoler les logements sociaux, etc. C'est des formes de priorité. Bon. Mais ce n'est pas encore ça le plus grave, ou le défi le plus grand, parce que dans l'idée de revenu universel, y compris quand elle m'est venue, c'était aussi l'idée de dire, notre productivité va aller sans cesse croissant, et au lieu de faire aller cette productivité de manière idiote, en fait de manière suicidaire, dans une production sans cesse croissante, là-bas on va droit au mur. Donc là, quand l'idée m'est venue, c'était 10 années après le rapport du Club de Rome, plutôt que de faire ça, donnons plus de liberté aux gens, pour que ceux qui travaillent trop puissent travailler moins, et ceux qui sont exclus du travail, et qui le seraient aussi par les progrès technologiques, pour qu'eux puissent avoir accès à l'emploi. Donc c'est une manière de résoudre le problème du chômage involontaire sans recourir à une croissance sans cesse accélérée. Seulement, le contexte aujourd'hui, ce n'est plus un contexte de belle croissance de la productivité, c'est un contexte de productivité qui est menacé par ces trois facteurs. Parce que la crise du climat, mais aussi la raréfaction des ressources naturelles, ça signifie, écoutez, on pourra moins utiliser gratuitement toutes ces ressources naturelles, on devra payer plus, et donc il faudra travailler davantage pour compenser ça, donc pour atteindre le même niveau en épargnant davantage de ressources naturelles, ça voudrait dire qu'il faudra épargner moins le travail. Ça, c'est du côté du climat. Alors, du côté de la pandémie, c'est clair que toutes les mesures qu'on doit prendre, parfois même des trucs comme la diminution, chaque fois qu'il y a un risque de pandémie, la diminution du nombre de personnes qui peuvent rentrer dans un restaurant ou qui peuvent rentrer dans une salle de cinéma, tout ça, c'est des pressions à la baisse sur la productivité. Et Poutine, c'est clair que donc on peut pas tout ce qu'on dépense à ces choses inutiles et qu'on espère alors ne jamais devoir utiliser, qui sont des armements plus sophistiqués, etc. Tout ça, c'est pas une contribution à la productivité. Au contraire, c'est une ponction sur la productivité bien comprise. Si on entend par productivité la quantité de bien-être matériel qu'on peut produire pour notre population avec une quantité donnée de travail. Donc, l'image globale aussi que je leur donnerai la semaine prochaine, c'est dire qu'il y a à la fois une pression plus grande sur les dépenses publiques, pour ces trois raisons, et il y a une pression à la baisse au niveau de la productivité pour ces trois raisons. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce que l'idée a encore un sens? Est-ce qu'il faut lui donner une forte priorité? J'imagine que tu as déjà dû entendre, c'est pas une critique, mais la réflexion sur pour toi, est-ce que l'allocation universelle, c'est une mesure de droite ou de gauche? Parce que à droite, on en voit certains qui sont séduits en se disant, tiens, on va pouvoir enfin baisser les salaires, et donc les patrons pourront embaucher à moindre prix vu que tout le monde aura une sorte de revenu minimum. À gauche, on est content parce qu'on se dit tout le monde aura une sécurité sociale minimum, en quelque sorte assurée d'un montant à déterminer. Pour toi, est-ce que tu acceptes le fait que ça peut être avantageux étant vu comme une mesure de droite, ou pour toi c'est profondément une mesure de gauche, ou peut-être c'est un peu les deux, et que toi tu te dis tant mieux si tout le monde y voit son compte, mais comment est-ce que tu classerais toi cette mesure-là? Ça dépend du niveau de l'allocation, non? Ça ne dépend pas principalement au niveau de l'allocation, ça dépend surtout de ce que l'allocation remplacerait. Et ça dépend aussi de ce qu'on appelle droite et gauche. Mais donc, un aspect de la question, mais ce n'est pas le seul, c'est l'impact sur le marché du travail. Alors, est-ce que l'introduction d'une allocation inconditionnelle que tous les travailleurs perçoivent comme les autres, et ça va avoir un impact positif ou négatif sur le niveau des salaires? Alors, se dire qu'il y a deux arguments là-dedans. D'une part, on dit chacun reçoit une part du revenu, chaque ménage reçoit une part de son revenu de cette manière-là, donc les employeurs pourront payer moins et les salaires vont diminuer. Mais
il y a un autre point de vue qui dit maintenant tout le monde reçoit un revenu inconditionnel, donc les gens vont être plus difficiles pour les emplois qui vont accepter. Par conséquent, les salaires vont devoir monter pour pouvoir attirer suffisamment de travailleurs. Alors qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui va dans les... Alors les uns et les autres ont raison, mais pour des types de boulot différents. Et donc c'est vraiment capital aussi pour l'argumentation pour l'allocation universelle, parce que c'est vrai que l'allocation universelle rend viable des boulots qui aujourd'hui sont trop peu productifs au sens habituel pour pouvoir l'être. Et donc on peut accepter des boulots mal payés et néanmoins parvenir à survivre d'une manière plus ou moins correcte. Mais on ne le fera que si ce boulot est suffisamment intéressant en lui-même, notamment en raison de la formation qu'il donne, des possibilités ultérieures qu'il va offrir. Par contre, le boulot qui est un boulot chiant, avec un patron qui vous insulte tous les jours, des collègues pas sympas, et en plus un boulot dont la nature est telle qu'on se demande vraiment quel intérêt ça peut avoir pour l'humanité qui soit fait, celui-là, dès le moment où on a la possibilité de faire autre chose, pas nécessairement de se reposer dans un hamac, mais d'avoir une autre activité qui est plus satisfaisante, en tout cas plus de sens pour soi, ce boulot-là, on ne va plus le faire. Et alors, le patron, par conséquent, devra soit se dire on doit rendre ce boulot plus attrayant, soit il faudra le payer davantage. Et donc, selon le cas, il peut y avoir, selon le type d'emploi, un impact positif ou négatif. Donc ça, c'est pertinent pour savoir si c'est une idée de droite ou de gauche, mais ça ne tranche pas encore tout à fait la question. Quand, je me souviens d'avoir une fois été invité par le VLD, le Parti libéral flamand, pour parler de cette idée-là. Alors avant de commencer à parler, j'ai dit qui, ici dans la salle, estime que dans sa société idéale, la liberté doit être centrale. Alors tout le monde a levé la main. Alors j'ai demandé, et qui parmi vous estime que cette liberté doit être réservée aux riches ? Alors évidemment, personne n'a levé la main. Alors j'ai dit, alors j'ai une excellente idée pour vous. Et donc, du côté libéral, je dirais, il y a ça. Parce qu'il y a des gens qui sont libéraux et contre l'État. Enfin, pour une réduction, ce qui définit libéral, c'est d'être pour un rôle plus grand pour le marché et moindre pour l'État. Et il y en a qui adoptent cette position parce qu'ils veulent défendre les intérêts des plus riches, et donc moins il y a d'État, mieux c'est. Mais il y en a qui défendent cette position parce qu'ils veulent défendre la liberté. Et c'est vrai qu'il y a des États très oppresseurs et très, très, très intrusifs, etc. Et donc, l'idée, c'est pas un raisonnement absurde de dire, le marché offre plus de liberté que l'État. Mais je leur dis, mais si c'est la liberté pour tout ce que vous voulez, alors vous ne pouvez pas simplement laisser fonctionner le marché et la manière dont il distribue les ressources entre les personnes. Vous avez besoin de quelque chose comme ce revenu inconditionnel. Et du côté de la gauche, là, le raisonnement est différent. On va dire, là, est-ce que vous êtes de gauche, donc vous êtes pour l'égalité, pour plus d'égalité. Tout le monde va dire, on est plus pour l'égalité. Bon. Et est-ce que vous estimez que la liberté doit être laissée comme monopole à la droite? Alors, on dit non, elle ne peut pas être. Alors, je dis, j'ai une très bonne idée pour vous. Donc, c'est si vous êtes à la fois pour plus d'égalité et plus de liberté, vous pouvez encore, pour toute une série de raisons pragmatiques, refuser l'idée de revenu universel, mais vous ne pouvez pas ne pas être intéressé par l'idée et vous dire, il y a quand même quelque chose à creuser dans cette dimension-là. Si vous foutez de l'égalité ou si vous foutez de la liberté, alors vous pouvez dire l'idée ne m'intéresse pas. Mais si vous vous intéressez à l'une et à l'autre, vous ne pouvez pas ne pas vous y intéresser. Peut-être pour conclure sur ce sujet, est-ce que tu ne penses pas que les initiatives qui ont eu lieu jusqu'ici pour tester cette idée de revenu universel ont fait plus de mal que de bien au projet ou au concept? Et d'ailleurs, pour ajouter à sa question, c'est qu'on entend des fois dans les médias une variante à l'allocation universelle. Je pense par exemple à Bernard Friot avec l'allocation à la qualification professionnelle. Le salaire. Oui, lui parle de salaire, lui. Le salaire à vie. Oui, ouais. Mais donc est-ce que c'est pas un risque qu'on prenne ton idée, qu'on la déforme et puis après on dise vous voyez elle marche pas et on la ramène contre un mur?
C'est possible, mais je suis sûr qu'on a fait ça pour le suffrage universel aussi. Hein. Donc moi, à l'égard des expérimentations, je dis il faut être vigilant, parce qu'effectivement, si on cadre mal l'expérimentation, on peut en tirer des conclusions qui sont vraiment, vraiment trompeuses. Par exemple, dans le cas finlandais, si on avait dit, le critère pour évaluer, c'est l'augmentation de la participation au marché du travail, et qu'on avait constaté que c'était l'inverse, ce qui n'était pas impossible, parce qu'après tout, c'est tous des gens à qui on foutait la paix pendant 2 ans, on ne leur disait plus, il faut postuler, etc. Bon, malgré ça, du fait qu'ils pouvaient combiner avec leur allocation, il y a eu une augmentation. Donc, juste une petite précision, les 2000 personnes qui ont été piochées, c'était uniquement des personnes qui touchaient un revenu OK. Donc il y avait personnes qui travaillaient déjà. Personnes qui travaillaient déjà. Pour voir s'il allait quitter ou pas le marché du travail. Okay. Non, ce qui limite très fort ce qu'on peut tirer de cette augmentation. Ceci dit, donc j'ai il y a un débat là-dessus au sein du mouvement pour le revenu universel. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ait cette multiplicité d'expérimentations malgré toutes leurs limites. Mais qu'il importe d'expliciter, simplement parce que ça conduit davantage de personnes à réfléchir à l'idée. Il y a des tas de personnes qui n'ont découvert l'idée à travers le monde, en raison du fait qu'on avait procédé à une expérimentation dans leur ville ou dans leur pays. Et donc, ne fût-ce que pour des raisons publicitaires, en quelque sorte, les expérimentations sont utiles. Mais d'ailleurs, est-ce qu'une des solutions pour implémenter l'allocation universelle, ce ne serait pas que tu te lances en politique? Parce que maintenant, on voit que c'est un peu disparu du débat. Enfin, c'était très présent à l'époque de la campagne présidentielle française avec Benoît Hamon. Maintenant, on a fait place à la pandémie, à la crise ukrainienne, à l'inflation, etc. Tu rappelles ici justement que ça pourrait être une solution à toutes ces problématiques-là. Est-ce que du coup, tu ne penses pas, toi, ou à d'autres personnes que tu connais, qui peuvent incarner en fait cette mesure phare qui pourrait peut-être profondément changer l'organisation de nos sociétés? Oui. Mais donc moi, je ne crois pas du tout à des partis qui soient single issue, donc il y a une seule proposition. En fait, il y a quelqu'un qui est convaincu par l'idée, qui s'est lancé en politique pour essayer de la défendre, et c'est Roland Duchâtelet. Par ailleurs, un patron d'une boîte de microchips principalement localisée en Allemagne, et pendant un temps aussi propriétaire du Standard. Il a mis beaucoup d'argent dans la création de ce parti qui s'appelait Vivant, qui est encore présent avec des élus en communauté germanophone. Donc moi, il m'avait demandé aussi de mener la liste du Sénat, je crois, pour son parti, mais j'ai toujours refusé, je n'ai jamais voté pour ce parti non plus. Et donc, parce que pour moi, l'allocation universelle, c'est une idée très importante, mais il y a des tas d'autres choses qui doivent être faites. Et donc ce qui fait que... Alors, le débat n'est pas mort. En fait, lundi soir, je ne pourrais pas y aller, mais j'avais été invité à un débat à Lannes avec Georges-Louis Boucher sur... donc, il y a un débat, je ne sais pas qui est l'instance organisatrice, mais c'est lundi soir que... Mais j'ai un truc à Leuven, donc je ne pourrais pas y aller. Donc, grâce à Georges-Louis Boucher, l'idée est d'actualité. Paul Magnette est aussi sur le point de publier un livre le mois prochain où il discute l'idée. Donc, je crois, on a lu une version antérieure où il était plutôt critique de l'idée. Mais donc, néanmoins, il a une forme de sympathie pour l'idée et il trouve qu'il importe d'y réfléchir. Donc, le débat n'est certainement pas mort en Belgique, mais... le débat, il fluctue. Il y a des pays comme les Pays-Bas où à un certain moment, on semblait vraiment sur le point de l'introduire et puis il y a eu du ressac. Les Verts sont au pouvoir maintenant en Allemagne et pour la première fois avant les dernières élections fédérales allemandes, ils avaient mis l'idée, il y avait une majorité au sein de leur parti pour défendre l'idée. Donc, c'est pas... ça part et ça vient. L'important, c'est que l'idée qu'on comprenne suffisamment les raisons qu'on peut avoir de défendre l'idée, qu'on se dise libéral ou qu'on se dise socialiste ou qu'on se dise écologiste, qu'on se dise chrétien-démocrate, que sais-je. Donc on voit ces raisons. Et puis alors il faut des personnes, ce que j'appelle des bricoleurs, qui parviennent à voir comment on peut, guidé par cette utopie, parvenir à faire évoluer le système et lui faire des pas décisifs dans cette direction. Mais ma présence en politique n'y ajouterait pas grand-chose.